Up next, Julia is going to be back Maintenant, with a Julia subject sera which bientôt de is quite a retour treat, avec un spectacular. sujet qui est complètement spectaculaire. Je vous en dis pas plus. Cyradail développe depuis plus de 20 ans des solutions innovantes pour les villes et les opérateurs télécoms, optimisant notamment la connectivité radio entre habitants, mais aussi entre objets et infrastructures, ainsi que des solutions de planification urbaine au service de villes plus durables. Des solutions qui permettent, comme vous allez voir, notamment de modéliser de façon très fine et en 3D une ville et la visualiser graphiquement dans un environnement réaliste de différentes données urbaines essentielles. Pour en parler tout de suite sur ce plateau, Laurent Bouillot, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président et fondateur justement de Cyradail. Vos logiciels permettent d'atteindre des degrés, je pense qu'on peut le dire, assez incroyables de compréhension de la ville et d'optimiser justement les évolutions. Vous êtes capable de faire un réel diagnostic de la ville, comme par exemple avec Santiago de Chili. Vous avez utilisé 120 indicateurs pour le faire. Oui, tout à fait. C'est un projet qu'on a réalisé maintenant il y a 8 ans, c'était en 2012. Le défi était de réaliser un simulateur durable à la française et avec pas moins de 120 entreprises françaises. On a regardé d'un peu plus près, on s'est penché au chevet de la ville de Santiago du Chili, qui a un certain nombre de contraintes à résoudre, comme des problèmes de mobilité, de pollution. Et donc, comme toute personne, moi, je ne connaissais pas Santiago du Chili avant d'aller là-bas et réaliser ce projet, il faut faire un petit peu comme un médecin, un diagnostic de la ville. Et pour faire ceci, il y a une certaine démarche à essayer de suivre qui commence par connaître la ville et donc s'informer, réunir toutes les informations. Je dis souvent, les experts Smart City sont nos anciens. Donc lorsque, effectivement, avec le digital, on doit rapidement faire un diagnostic, eh bien, qu'est-ce qu'on a comme outil, je dirais, c'est le digital, le numérique. Donc la première des choses à faire, c'est de recenser toutes les informations de la ville. Ce sont des milliers de jeux de données qu'on essaie de croiser, de mettre en cohérence. Et c'est ce que nous appelons un jumeau numérique, un double numérique de la ville. Donc ce sont des milliers de données qu'on essaie de géoréférencer, de rassembler. Ce sont des données socio-économiques, des capteurs de qualité de l'air, mais aussi des informations économiques liées à la mobilité, mais aussi des envies des citoyens. On essaie de se dire, voilà, on a toutes ces données. Ensuite, pour lire, quelles sont les clés, finalement, pour lire toutes ces données, eh bien, nous avons, avec plusieurs partenaires, défini ce que nous avons appelé les clés de la ville durable. 11 clés de la ville durable. Une des clés, par exemple, c'est l'environnement. Une autre clé, la sécurité, l'accès à la connectivité. Tous ces éléments nous permettent déjà de ranger un petit peu, De jauger. de jauger. Et ensuite, on peut s'amuser à croiser les choses, parce que la vie n'est pas simplement résumée en quelques clés, quelques éléments. C'est beaucoup plus complexe, c'est un écosystème. Et donc, on commence à se dire, on peut relier la mobilité avec la pollution, avec le besoin de plus de végétaux dans la ville pour réduire la température dans la ville, et ainsi de suite. Et on se rend compte, et c'est ça qui est passionnant, c'est qu'il faut des indicateurs, parce que pour savoir où aller, pour réduire quelque chose ou augmenter quelque chose, il faut déjà savoir où nous sommes. Donc il faut faire un diagnostic. Un petit peu comme lorsqu'on va chez un médecin ou un cabinet d'analyse, on fait des analyses, des diagnostics. Et donc il faut se mettre d'accord sur des indicateurs objectifs pour dire ma ville, c'est ça. Et ces éléments doivent être compréhensibles, pas uniquement entre experts, mais à tous, pour qu'on se sente tous concernés, pour dire, bien là, je suis un petit peu malade, je vais essayer de régler ce problème. Ça, ouais. Voilà. Donc il y a un effet pédagogique fédérateur, puisqu'on doit impliquer tout le monde pour créer ce que nous appelons un jumeau numérique et ensuite avoir des indicateurs pour savoir où nous en sommes, caler des objectifs et suivre les objectifs. Donc ça, c'est tout le travail qu'on a fait maintenant déjà il y a 8 ans, où ensemble, architectes, urbanistes, mais aussi des experts dans l'eau, dans la mobilité, qui n'ont pas les mêmes codes. Oui. Comment réussir à avoir un langage commun de la ville.
Alors on va revenir sur cette notion de jumeaux numériques parce que c'est absolument passionnant. Je veux dire, le potentiel est énorme, les usages sont multiples. Vous l'avez évoqué, ce jumeau numérique 3D des villes permet de visualiser en temps réel et de façon simultanée des données différentes et qui sont très pertinentes. Je voudrais parler du cas d'Angers, ici en France, qui est particulièrement complet. Il intègre plusieurs dimensions intéressantes, que ce soit un défi économique, écologique ou encore énergétique. Absolument. Je pense qu'effectivement, après une dizaine d'années de concepts, de définition finalement d'un alphabet par rapport aux indicateurs qu'on évoquait, il faut maintenant composer une grammaire et puis raconter des histoires de chacune des villes. Donc ça, c'est ce qu'on fait actuellement à Angers. Raconter des histoires, ce n'est pas pour dire on fait n'importe quoi pour le coup. C'est se dire on se projette, on redécouvre la ville et de manière très concrète, très opérationnelle. On assimile quelquefois la Smart City à quelque chose qui peut être vu comme donc nouveau, peut-être cher, où on ne voit pas très bien l'objectif. Le cas d'Angers, l'objectif très clair, c'est de réaliser 100 millions d'économies sur 25 ans en modernisant les infrastructures, mais également en essayant de penser de manière globale, inclusive la ville. Par exemple, imaginez la rénovation de l'éclairage public en même temps que la rénovation du réseau de caméras de surveillance ou de la connectivité pour se dire si on doit changer les lampadaires, ils n'ont pas qu'une fonction mais plusieurs fonctions. Si demain nous avons des personnes qui font des maintenances sur des infrastructures, elles ne doivent pas intervenir sur une seule infrastructure mais plusieurs qui sont au même endroit. Ou si par exemple la météo nous indique qu'on a des précipitations, on va peut-être réduire les arrosages des parcs et ainsi de suite. Tout ceci sont autant de petites choses qui sont, au bout du compte, des économies et durables également. Donc dans l'exemple d'Angers, vous allez creuser dans un sujet, vous allez découvrir autre chose et du coup, ça va vous donner d'autres idées. Ce qui est intéressant, Angers, c'est un contrat sur 10 ans. Donc on a un petit peu de temps et pas beaucoup parce qu'il y a quand même une certaine urgence. Les villes doivent se radicalement changer, ça c'est très clair, pour être plus en cohérence avec la nature, pour pouvoir anticiper les évolutions climatiques, les impacts. Il y a par exemple des zones souvent inondées. Quel est l'impact sur la mobilité? Comment penser l'urbanisme en intégrant toutes ces dimensions? Donc ça, c'est les 2 premières années. Essayer de mettre en place les briques, un jumeau numérique qui soit utile pour les élus, pour prendre des décisions, utile à tous les services techniques, pour qu'ils puissent parler le même langage, encore une fois, mais aussi, bien sûr, Engie, le groupe dont nous faisons partie, mais pas que. Il y a aussi tout un écosystème qui doit être capable d'être concerné, impliqué et aussi acteur en utilisant ces outils. Alors, je voudrais aussi parler des usages, évidemment. C'est vrai que de plus en plus, on cherche à faire des villes vertes, clairement. Et d'ailleurs, cet événement aujourd'hui est entre autres dédié aux villes vertes. Nous allons parler donc de vos outils d'aide à la décision et à la planification pour les projets développés, notamment avec l'Université de l'Ohio. Si je ne me trompe pas, vous avez pu faire notamment, et c'est le cas aussi en Turquie, à Izmit, où vous avez pu faire des calculs solaires. Alors c'est très intéressant parce que le cas d'Ohio, Ohio State University, c'est un campus de 100 000 personnes et le groupe Engie a gagné, avec notre petite contribution, un contrat de 50 ans. L'objectif étant au départ de, je vais dire entre guillemets classique, ce qu'on appelle un contrat de performance énergétique, comment réduire la facture énergétique du campus. Donc on a déjà des leviers en termes de modernisation des équipements. Ça c'est, je dirais, entre guillemets le plus simple. Mais ce qui peut être très intéressant, c'est de se dire, sur une échelle aussi importante que 50 ans, faisons confiance à l'innovation et mettons tout en œuvre pour que les gens puissent innover. Innover, c'est quoi? C'est croiser des choses qui n'étaient pas a priori prévues pour être croisées. On retrouve le jumeau numérique comme un vrai outil d'aide à l'ouverture, l'innovation, à la co-construction. Et ce qui est intéressant dans ce projet et en soi extrêmement passionnant, c'est qu'on ne sait pas ce que va devenir la ville dans 50 ans. Mais on peut au moins se mettre dans les conditions pour imaginer, se projeter. Donc un jumeau numérique, c'est aussi un outil prospectif pour faire un certain nombre de scénarios, pour se dire peut-être que les choses vont être comme ceci ou comme cela. On peut demander l'avis des personnes avant même de réaliser les choses. Et le jumeau numérique est visuel. On voit en 3D les choses. Oui, c'est ça. Et ça embarque tout le monde. Il y a toujours un effet magique lorsqu'on a autour de nous des personnes d'horizons différents.
comprendre la même chose instantanément en voyant une image. Oui, en discutant avec vous, ce qui était visuel aussi, c'était cet exemple d'Izmit en Turquie où vous avez fait Oui. des calculs solaires où on voit littéralement la ville et où il y a une déperdition, où on peut aller rechercher des choses. Enfin, Voilà. Le cas d'Izmit est extrêmement intéressant parce que là, cet outil-là est mis entre les mains des personnes qui vont proposer des solutions en allant voir les gens, en disant « Écoutez, voilà, votre maison est exposée de manière telle qu'on peut imaginer installer des panneaux solaires. » Il y a aussi des notions techniques qu'il faut prendre en compte. Il y a effectivement le soleil, mais pas uniquement, pour dire on peut faire quelque chose et on peut faire ce que nous appelons un mix énergétique. Rappelons-nous, hein, nous avons à faire des économies d'énergie, mais aussi à mieux utiliser l'énergie en n'ayant pas une seule source d'énergie, mais plusieurs sources d'énergie, pour essayer finalement d'utiliser tantôt le gaz, tantôt l'électricité, tantôt les panneaux solaires, et de manière cohérente. Voilà. Et donc, effectivement, à Izmit, cette fois-ci, ce sont les industriels avec les citoyens qui parlent, qui expliquent ce qu'il est possible de faire pour, encore une fois, emporter l'adhésion avec tout le monde. Voilà. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, ce double numérique permet aussi de faire de la prospection, ça permet aussi de scénariser des problèmes avant même qu'ils arrivent. C'est ce que vous avez fait notamment au Mexique, à Puebla. Puebla, c'est aussi très intéressant. On a construit un jumeau numérique, donc modélisé en 3D la ville, et les indicateurs qui étaient particulièrement forts, importants dans cette ville, c'est, je dirais, les capacités de résistance des bâtiments à des tremblements de terre. Donc, l'indice sismique de chaque bâtiment. Et donc, lorsque l'on pense à un projet urbain, on doit également prendre en compte la nature qui peut se réveiller à tout moment et abîmer nos villes. Et donc, ceci, on peut le modéliser, anticiper, imaginer les scénarios, quelquefois les pires, pour les éviter. Et donc, le jumeau numérique est là aussi pour tester plusieurs solutions, essayer de se projeter, en essayant de rendre les villes les plus résilientes possibles, finalement. Je crois que vous avez aussi participé au projet autour de Paris. Oui, un très beau projet, on en est vraiment très fiers avec la région Île-de-France. L'idée est de construire tout simplement la plus grande smart plateforme de services à l'échelle européenne. Il s'agit d'une part de créer un méga super jumeau numérique, je ne sais pas comment l'appeler, puisqu'il concentre déjà, il met en connexion plus de 10 000 jeux de données, toutes sortes, venant d'organismes publics, mais aussi des collectivités, des associations, pour pouvoir se dire potentiellement, si on a besoin d'un service, on peut le mettre en service très rapidement. Et on prend l'exemple de la période de confinement où en quelques jours, on a pu monter une centrale d'achat pour mettre en relation ceux qui potentiellement pouvaient construire des équipements sanitaires et mettre rapidement en relation plusieurs PME. Et pour donner un chiffre, on a par exemple en quelques jours pu enregistrer 18 millions de commandes de masques en seulement quelques jours. Donc le jumeau numérique permet aussi de faciliter la création de nouveaux services en fonction des besoins et par les citoyens, des associations et surtout plus, je dirais, par les techniciens. Alors, Laurent Bouillot, je dois vous avouer quelque chose. Quand j'ai vu votre outil, j'ai trouvé ça extrêmement puissant et en même temps, je me suis quand même posé cette question que je pense beaucoup de spectateurs doivent aussi se poser. C'est-à-dire, c'est quand même hallucinant le nombre de choses que vous pouvez savoir de nous en tant qu'habitants. Au niveau des données personnelles, comment est-ce que vous faites pour sécuriser justement et assurer la sécurisation des données personnelles? Je pense que dans le monde, beaucoup de pays doivent nous envier. Nous avons une loi qu'on appelle le RGPD, donc ce qui régit la protection des données personnelles. Et donc c'est important parce que le citoyen est au cœur des choses et il doit se sentir en confiance. Donc les données, si elles sont utilisées, c'est toujours en pleine conscience et avec un garant, un tiers de confiance, qui est une collectivité et surtout pas un industriel quel qu'il soit, de quelle nationalité qu'il soit. Pas de GAFA. Pas de GAFA ou pas d'autre chose. Nous apportons des éléments pour que les collectivités aient les moyens d'assurer cette souveraineté digitale et faire en sorte que tout le monde soit en confiance pour penser la vie de demain. Laurent Bouillot, merci infiniment d'être passé sur notre plateau. Merci. Et on continue, on va parler maintenant de la thématique de l'habitat avec le cas d'étude de Vienne en Autriche.